Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre à l'instant à la tribune du gouvernement. Ce soir, nous allons parler de la phase 2 du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou. Où en est le gouvernement dans ce vaste projet destiné à contenir les ravages de l'érosion côtière et à faciliter les aménagements baleiniers tout au long de la côte? La question est d'une cruciale portée et nous allons la poser à l'un des membres qui coordonne ce programme. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur ce plateau M. Philippe Zoumenou. Monsieur Philippe Zoumenou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il est le coordonnateur du programme de protection du littoral contre l'érosion côtière. Il est principalement le directeur de la protection des berges et côtes et de la préservation des écosystèmes. Avec lui, nous allons faire un tour des questions liées à ce projet qui, dans l'architecture gouvernementale, occupe une place essentielle. Monsieur Zoumenou, avant d'ouvrir la discussion, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme on a coutume de dire, nous allons faire un tour à la régie pour voir un peu ce qui se passe au niveau de la côte, à l'est de Cotonou, évidemment, avec le ministre de tutelle. Nous avons le droit d'avoir une très belle vie. Nous ne pouvons pas vivre comme vous avez constaté aujourd'hui, dans l'eau. Parce que c'est pour ça que j'ai crié pendant des semaines. Le cri de cœur de cette résidente du quartier Jacques a été entendu. Sur les segments critiques à l'est de Cotonou, le ministre de la Sécurité publique et celui en charge du cadre de vie et du développement durable sont venus faire le constat. Le gouvernement voudrait publiquement dire aux populations qu'il compatit à ce qui leur arrive, qu'il n'est pas indifférent et qu'il est en train de réfléchir à la situation. Ce qui va se passer, c'est que nous allons nous retrouver après, entre techniciens, pour faire le point, évaluer les causes, les tenants et les aboutissants, proposer les solutions. Il y aura des solutions urgentes et ensuite des solutions à long terme. Saka Lafia et José Didier Tonator suivent avec attention l'exposé des différents spécialistes de l'érosion côtière pour mieux comprendre le phénomène qui n'a fait que trop durer. Mais fini les interventions ponctuelles, la solution durable est visée. Il faut réfléchir en termes de gestion générale et rationnelle de toute la côte et non d'intervention ponctuelle. Chaque fois qu'il y a un problème quelque part, on arrive, on intervient et on génère le problème ailleurs. Donc la réflexion va être une réflexion sur la durée pour avoir une solution durable, rationnelle qui permette à la côte d'arriver à une situation d'équilibre. Une situation d'équilibre où on définira clairement les zones qu'il ne faut plus occuper. Vous savez, la technique des épis protège une partie, mais reporte la difficulté un peu plus loin. Si ces zones sont bien identifiées, il ne faudra plus faire ce que nous avons fait dans le passé, à savoir aller occuper des zones qui sont connues pour être des zones à érosion. Sans nul doute, la première de ces solutions serait de réussir à déloger la population. Malgré le danger à sa porte, elle refuse de quitter les lieux. Voilà, Monsieur Zoumenou, le décor est planté. Il y a bel et bien une menace sur la côte à l'est de Cotonou. Le constat est fait. Les populations sont exposées, disons, à l'avancée de la mer. Merci, monsieur le journaliste. C'est effectif que le phénomène de l'érosion côtière touche notre littoral, notre façade maritime, sur 725 km, mais de manière différente sur les différents segments que nous pouvons classifier. Ainsi, de par sa prédisposition à l'érosion, de par sa nature sablonneuse, notre littoral subit sévèrement, en certains de ses points, le phénomène de l'érosion côtière. Le cas du segment de côte situé à l'est de Cotonou est le plus parlant, où une première phase de protection a été réalisée. Cependant, malgré cette phase où 9 ouvrages ont été construits, il reste qu'il faut continuer d'agir. Et c'est dans cette perspective que le gouvernement
du président Talon, depuis avril 2016, a instruit donc, le ministère du cadre de vie et du développement durable pour que la question de l'érosion côtière soit abordée, comme vient de le dire Monsieur le ministre, de manière globale et durable. Absolument. Avant de revenir dans les détails sur les actions qui sont en cours, le processus qui est déployé pour évidemment apporter une solution à la question, essayons de cibler géographiquement ces zones-là qui sont exposées. Aujourd'hui, quand on parle de l'Est de Cotonou, quand on parle de populations exposées à l'érosion côtière, nommément, quelles sont ces zones? Alors, lorsque nous nous attardons un peu sur le cas de Cotonou, donc de l'Est de Cotonou, par rapport à l'érosion côtière, depuis le chenal de la lagune jusqu'à la hauteur du poste de péage et de pesage des quais, et même au-delà, situé dans le quartier, dans la commune donc, de Semekodi, nous traversons un certain nombre de localités. Il y a Akpakpa Dodomé, Enayon, le quartier Jacques ou Fifadi Houto, le quartier Donatin, le quartier Finayon, le quartier Toklebe, le quartier Sekandi, PK10 Marina, Seive et Ekpe, situés dans la commune de Semekodi. Voilà plusieurs quartiers. Donc voilà plusieurs ces zones. différentes localités qui sont traversées par l'érosion et qui sont contenues donc, dans le projet, la deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou, qui va s'étendre sur plus de 15 km. Voilà, justement, vous parliez tantôt d'une première phase de ce projet-là qu'on a présenté comme étant une solution à cette difficulté. Que s'est-il passé alors lors de la première phase? Est-ce que cette première phase a eu des limites? Alors, lorsque nous parlons de la première phase de la protection de la côte à l'est de Cotonou, il faut préciser qu'il concerne un segment d'environ 8 km de côte, partant de la hauteur de l'hôtel Eldorado, situé sensiblement au PK3 de la côte, jusqu'à la hauteur du poste de péage au PK11. Donc nous avons couvert sur la première phase du projet un segment de 8 km. Alors cette phase nous a permis d'installer 9 ouvrages, comme je le disais tantôt, distants d'environ 1 km chacun, 8 épis, et un mur de revêtement qui est un ouvrage en enrochement installé longitudinalement à la côte pour empêcher donc l'avancée de la mer. Cette première phase a été conçue pour installer en dehors de ces ouvrages, stabiliser donc la côte en facilitant l'engraissement par de l'ingestion de sable. Malheureusement, à cette époque où nous réalisions les travaux de la première phase, le financement disponible n'avait pas permis de réaliser la totalité des travaux, ce qui a fait que les travaux d'ingestion de sable n'ont pas été réalisés. En dehors donc de cette insuffisance, il y a le fait que d'autres segments critiques situés à l'est de Cotonou n'ont pas pu bénéficier de la première phase, n'ont pas été pris en compte dans les études de la première phase. Faute de financement, c'est ça? Non, en fait, les premières études s'étaient focalisées sur le segment de 8 km principalement. Ce qu'il y a eu, c'est que sur le segment entre le chenal de Cotonou et l'épi de Siafato, ce segment bénéficiait d'une certaine stabilité relative en matière donc, de dynamique hydrosédimentaire, ce qui a fait que l'érosion n'était pas prononcée sur ce segment. Mais avec l'évolution des choses, les changements climatiques aidant, le développement de certaines activités, on a constaté à partir de 2011 que ce segment aussi avait commencé par présenter donc, des signes d'affection par rapport à l'érosion côtière. Donc en dehors de ce segment qui n'avait pas été pris en compte dans la première phase du projet, il faut dire, comme le ministre l'avait rappelé tout à l'heure dans l'élément que nous venons donc, de suivre, que le système d'épis fonctionne comme un piège à sable. C'est-à-dire que lorsque, sur une côte comme celle du Bénin, vous disposez des ouvrages transversaux, ils fonctionnent comme des pièges à sable
donc bloque le transit sédimentaire à l'amont, ce qui occasionne donc un dépôt de sédiments, c'est-à-dire un engraissement. Mais à l'aval du système, la mer ou l'eau de l'océan remobilise les sédiments et continue son chemin vers l'est. Donc c'est ce qui fait que sur le segment situé à l'aval du premier périmètre, il y a nécessité donc de poursuivre la protection côtière. Donc ce dernier segment aussi a été pris en compte dans le cadre de la deuxième phase du projet de protection. Donc pour faire simple, la deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou intégrera des travaux confortatifs à réaliser dans le périmètre de la première phase et 2 autres nouveaux segments qui n'avaient pas été pris en compte dans le cadre de la première phase du projet. Voilà, ça fait un bout de temps qu'on parle donc de ce projet, mais je crois que les choses ont un peu évolué. Absolument. Avec le Conseil des ministres. Je me rappelle, le relevé du Conseil des ministres en date du 24 mai a évoqué un peu les décisions prises dans l'urgence pour faire évoluer ce chantier. Qu'est-ce qu'on peut retenir un peu du relevé du Conseil des ministres en date du 24 mai 2017 ? Le 24 mai 2017, à l'occasion donc de la réunion du Conseil des ministres, où le ministre du cadre de vie a soumis à l'appréciation du Conseil les mesures urgentes à prendre pour, disons, permettre le démarrage effectif des travaux de la deuxième phase du projet, il était question essentiellement de la libération des sites. Vous savez, nos travaux s'exécutent en agglomération urbaine et non en rase campagne. Donc, dans des périmètres habités par des populations qui mènent leurs activités courantes. Et donc, face à cette présence, cette forte présence de population, nous avons fait un point des emprises des travaux nécessaires à l'entreprise pour permettre la circulation des engins, stocker les enrochements, parce que nos travaux, pour près de 80%, seront constitués d'ouvrages à construire donc avec des enrochements qui vont être produits et acheminés à Cotonou. Ces enrochements, il faut les stocker d'abord quelque part, attendre un certain niveau d'approvisionnement pour commencer par les déposer pour construire les ouvrages. Donc nous avons besoin de beaucoup d'espace pour stocker les enrochements. La troisième chose dont nous avons besoin en termes d'espace, c'est les ancrages proprement dits des ouvrages. Les ouvrages que nous appelons les épis prennent leur source dans le continent et s'étendent vers la mer. Donc il faut construire leur fondation dans le continent avant de pouvoir avancer dans la mer. Donc de tout ça, nous avons besoin d'espace pour réaliser. Ce que nous avons fait depuis donc, que nous avons commencé les travaux, les études et le processus en fait de contractualisation des travaux, nous avons déjà, dès septembre 2016, identifié de manière précise les différentes emprises que nous pouvons occuper. Ces travaux nous ont amenés à faire un état des lieux systématique. Et nous avons totalisé près de 37 hectares de domaines à mobiliser pour les besoins de ce projet. Nous avons donc, à l'occasion de cet état des lieux, fait la délimitation de tous les espaces nécessaires. Donc nous avons fait le marquage, la délimitation et en dehors de ces activités de géométrie, nous avons fait une polygonale totale, c'est-à-dire que nous avons mis des bornes, des poteaux pour matérialiser donc ces différentes emprises. Ayant fini cela, il est apparu qu'il y a des occupants sur les différentes emprises que nous avons pu recenser. Nous avons donc commencé un travail de recensement. Nous avons recensé l'ensemble des occupants des différents sites, depuis Akpakpa Dodoma jusqu'à Seive-Ekpe. Nous avons procédé ensuite à l'évaluation de tout ce qu'il y a comme installation dans ces différentes emprises. Un comité technique d'évaluation a été mis en place.
ce comité a rendu son rapport que nous avons compilé pour soumettre à l'appréciation du gouvernement qui en a pris connaissance de la teneur et en a approuvé le contenu. C'est ce qui a donné lieu aux décisions qui sont sorties le mercredi 24 mai dernier à l'issue du Conseil des ministres. Alors, à ce niveau, on peut dire qu'il y a un feu vert qui est donné pour que les choses se fassent plus rapidement maintenant. Absolument. Pour que les travaux, les ouvrages ne commencent par être construits. La phase opérationnelle. La phase opérationnelle, j'allais dire, il faut que le maître d'ouvrage remette le site à l'entreprise. Ça, c'est une étape déterminante qui est très, très déterminante dans la réussite, en fait, des opérations. Parce que, justement, il faut remettre le plus rapidement possible les différents sites à l'entreprise, qu'elle les investisse, les aménage, prépare les installations de chantier, mobilise les aires de stockage, construise les voies de circulation, bref, tout le plan d'installation doit être mis en œuvre sur ces différents sites. Donc vous voyez que la remise du site est une étape prépondérante dans le processus. Oui, mais justement, avant cette remise-là, il faut que les populations concernées soient dédommagées. La libération des sites, disons, doit être précédée de cette opération. Qu'en est-il pour ce qui est du dédommagement des populations qui se trouvent dans cette emprise-là? Est-ce qu'il y a déjà un travail qui a été fait à ce niveau-là? Et concrètement, qui sont ces sinistrés-là? Est-ce qu'on peut savoir la catégorie, comment est-ce que vous entendez? Absolument, absolument. La décision du gouvernement vient à point nommé et va nous aider à avancer. Nous avons recensé globalement deux grandes catégories d'occupants. Il y a des domaines publics et des domaines privés. La première catégorie d'occupants que nous avons recensés, ce sont des personnes qui se sont installées sur des domaines publics ou des domaines privés sans détenir un titre de propriété. Ils squattent les lieux et vont devoir certainement libérer l'espace pour que les travaux puissent se réaliser. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième... Là, il faut préciser sans dédommagement. C'est bien cela. Sans dédommagement. Des propositions, en fait ont été faites à la droite du gouvernement, ce qui a été approuvé maintenant. Quand nous parlons de dédommagement, en fait, le dédommagement est dû en réalité à ceux qui détiennent un titre de propriété qui vont être soit dépossédés définitivement ou temporairement de leurs biens. Et donc, la notion de dédommagement, je voudrais que nous l'appliquions à cette catégorie. Absolument. Donc, la deuxième catégorie de sinistrés dont je viens de parler, ceux qui ne détiennent pas de titre de propriété, les occupants illégaux qui occupent les sites sans détenir de titre de propriété, effectivement, cette catégorie de personnes doit pouvoir aussi libérer l'espace et quitter les sites pour que les travaux puissent se poursuivre vraiment dans les règles de l'art. Alors justement, dans le sujet qu'on a suivi au démarrage de cet entretien, il y a certains quand même qui résistent. Comment est-ce que vous pouvez les convaincre? Comment est-ce que vous allez les convaincre à céder ces espaces-là? Le travail que nous avons fait pour en arriver au résultat d'aujourd'hui n'a pas été sans leur contribution. Nous avons mobilisé les élus locaux, les chefs d'arrondissement, les chefs de quartier qui sont plus proches de ces populations. Nous avons fait de la sensibilisation, nous avons fait de la communication. Les différentes populations ont travaillé avec nous et le recensement même que nous avons pu faire n'a pas été sans leur contribution. Donc les populations ont été suffisamment sensibilisées aux opérations et aux travaux et nous accompagnent d'une manière ou d'une autre dans le déroulement du processus. Donc ce qu'il reste à faire, c'est de poursuivre la sensibilisation. Avec le feu vert du gouvernement, nous allons commencer la deuxième phase des opérations de libération des espaces. Notamment, nous allons procéder donc à des rencontres avec les différentes catégories, échanger avec eux et donc leur montrer un peu le bien fondé, la pertinence du projet, afin qu'elles puissent continuer à accompagner le processus qui est en cours et qui va inexorablement
aboutir à la construction, à la réalisation du projet dans le délai prescrit. Alors, Monsieur Joumanou, nous allons parler du coût du projet et le plan de financement. C'est vrai que sur place, vous l'avez dit, les préalables pour la phase opérationnelle ont commencé, mais tout cela est évalué à combien? Le coût global du projet, tel qu'il a été donc estimé à l'occasion des études, est évalué à 40 milliards de francs CFA. 40 milliards de francs CFA. Nous avons donc, à l'issue de tout le processus de contractualisation, après les appels d'offres internationaux qui ont été lancés, recruté l'entreprise qui est chargée donc de réaliser les travaux. Il s'agit de l'entreprise Belsi International, qui a de bonnes références dans le domaine et qui a reçu donc la notification de l'approbation de son contrat. Ce contrat des travaux a été signé pour un montant total d'environ 34 milliards de francs CFA. Dans le même temps, nous avons procédé au recrutement de la mission de contrôle qui va non seulement s'occuper de l'actualisation complémentaire des études, mais également de la surveillance et du contrôle des travaux durant toute leur durée. Donc ces travaux, ces prestations donc, de contrôle s'élèvent à environ 3 milliards de francs CFA, ce qui nous donne un coût total d'environ 37 milliards. Ajouté aux questions de dédommagement, de libération des emprises, vous voyez que nous tenons bien dans l'enveloppe de 40 milliards. Voilà, comment ce sera financé? Est-ce que c'est le budget national? Est-ce qu'il y a des partenaires derrière? Comment tout cela a été articulé Le projet oui. bénéficie d'un financement belge que le gouvernement a sollicité et obtenu, mais avec une contrepartie du budget national. Le financement belge est évalué à environ 29 milliards et le reste sera apporté par le budget national pour accompagner donc, la réalisation du projet. Vous avez dit que la phase précédente a souffert également du financement. Oui. Est-ce que pour ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que le financement est bouclé? Oui, absolument. Le financement, ça a beaucoup évolué. Le financement est signé. L'accord de prêt est signé. Le financement est bouclé et nous pensons que nous pouvons démarrer effectivement. En fait, tous les goulots d'étranglement sont levés pour que les travaux démarrent. La phase opérationnelle, la construction des ouvrages même démarre. Mais ce qu'il faut dire par rapport au démarrage des travaux, nous, en tant que coordonnateurs du projet, nous disons que nous avons déjà démarré. Parce que nous sommes dans un domaine de travaux où pour que les populations commencent par voir les ouvrages rentrer dans l'eau, il faut lever un certain nombre de préalables. Il faut que l'entreprise s'installe, donc il faut lui remettre les sites. Nous avons obtenu l'accord de certains sinistrés qui nous a permis de libérer un domaine de plus de 4 hectares dont nous avons déjà fait la remise de site à l'entreprise pour construire sa première base vie de chantier. Si vous vous rendez sur le terrain aujourd'hui, vous allez voir que les travaux d'installation ont démarré. Les bureaux de chantier, les baraquements et autres sont en train d'être construits. Les premiers sites de stockage des enrochements aussi sont nettoyés et le nettoyage se poursuit. Donc, les travaux ont effectivement démarré sur le terrain. D'un autre côté, comme je vous le disais tantôt, il faut mobiliser des enrochements. Ces enrochements se situent dans des carrières situées à près de 200 km de Cotonou, dans le centre du pays. Là aussi, l'entreprise travaille. Les contrats avec la carrière, ses sous-traitants, les transporteurs de pierres, les différents calibres de pierres qui doivent être produits en carrière pour être acheminés donc à Cotonou à pied d'œuvre, ces différentes carrières sont en train d'être mobilisées. Les opérations de tri, de tir d'abord donc pour produire les enrochements, de tri, sélection et autres se déroulent en carrière. Au niveau de la mission de contrôle qui doit procéder à l'actualisation complémentaire, également là, ce qui se fait en ce moment, il y a les modèles numériques. La mission de contrôle a achevé les relevés complémentaires de terrain. J'ai reçu le rapport des levées topographiques et bathymétriques sur les 15 km, ce qui est le premier
points essentiels de l'étude. Ça a été complètement bouclé. Les modèles numériques et mathématiques se déroulent dans les laboratoires et les bureaux d'études. Et donc, le démarrage des travaux pour nous est déjà une réalité. Il reste que les populations commencent par voir les camions transporter et amener les pierres à Cotonou, ce qui ne va plus tarder. Alors, M. Zoumenou, le relevé du Conseil des ministres, on le rappelle, hein, a mis en selle plusieurs ministères sectoriels. Il y a des ministères qui doivent intervenir de façon concertée, mais tout cela, comment ça va s'articuler? Très bien. En fait, la première chose à faire, c'est de mettre en place très rapidement la commission interministérielle de négociation et de dédommagement avec les sinistrés, enfin les personnes affectées par le projet. Et les diligences ont été accomplies déjà au niveau du ministère du cadre de vie et le projet d'arrêté qui doit consacrer donc cette commission interministérielle a déjà été élaboré et soumis à l'appréciation des autorités. Donc très rapidement, il va être signé et la commission va être installée. Tous les documents de travail de la commission, la note conceptuelle, les différentes listes et répertoires donc des sinistrés, des personnes affectées ont été élaborés, vont être affichés dans les lieux publics, les mairies, les arrondissements, les préfectures et autres, même dans nos directions départementales concernées. Et ce préalable, dès que le Conseil des ministres a donné le feu vert, ont commencé par être levés. Nous avons prévu, donc, dès que la commission interministérielle sera installée, de travailler avec tout le monde pour que les populations concernées soient reçues rapidement et que nous aboutissions à un consensus avec tout le monde. Le ministère des Finances, qui est aussi cité, qui a été aussi cité dans la décision, se mobilise pour les ressources en vue du dédommagement. Les autres départements ministériels, la décentralisation, énergie et eau, la justice, tous les départements ministériels cités seront mobilisés pour que les opérations donc, de négociation en vue du dédommagement soient une réussite. La preuve, dans la première phase, nous avons fait l'expérience avec une commission interministérielle et nous avons eu de très bons résultats. Alors, un projet qui court et dont la finalité est de soulager les populations, on veut toujours savoir le délai d'exécution, quand est-ce qu'on va se réjouir de l'achèvement complet d'un tel projet, M. Zoumenou? Alors, suite aux études que nous avons réalisées, le délai d'exécution de ces travaux est estimé à 20 mois, y compris la mobilisation et la démobilisation. Un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Donc, les travaux sont en train d'être lancés. Au bout de 20 mois, normalement, tout doit être achevé. Et nous pensons que tout est mis en œuvre. C'est pourquoi vous avez constaté certainement que sur près d'1 an, nous avons pris quand même le temps qu'il faut pour préparer tous les contrats de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème particulier. Nous pensons effectivement qu'au bout de ces 20 mois, tel que le projet est conduit, tel que nous avons organisé avec l'impulsion que le ministre du cadre de vie et du développement donne au suivi rigoureux de ce projet, que le délai sera respecté. Voilà. Monsieur Zoumenou, nous avons exploré le premier volet de ce projet-là, qui est donc la protection de la côte à l'est de Cotonou contre l'érosion côtière. L'autre volet, le deuxième, c'est aussi la mise en place des aménagements balnéaires pour rendre attractif le littoral. À ce niveau, à quoi pourrait-on s'attendre? Qu'est-ce qui va se faire de façon globale? Si vous permettez, avant de répondre à votre question, je voudrais dire que par rapport à l'érosion côtière en tant que phénomène, en tant que problème ou problématique à gérer par le Bénin, nous n'avons pas que le segment situé à l'est de Cotonou qui est soumis au phénomène. Nous avons d'autres segments critiques, notamment celui situé de la frontière Bénin-Togo à Ilakondi, donc la frontière d'Ilakondi, jusqu'à Grand Popo, à l'embouchure de la bouche du Roi.
Ce segment aussi est un segment critique qui a fait l'objet d'études techniques détaillées dont nous avons les rapports. Et en ce moment, c'est l'étape de la mobilisation du financement pour les travaux qui est en cours. Autrement dit, après la phase qui concerne l'Est de Cotonou, il pourrait y avoir une autre phase. Je ne vais pas dire après la phase qui concerne l'Est de Cotonou, Ça pourrait se mais produire parallèlement concomitamment. à la phase qui se déroule, à la protection, aux travaux qui se dérouleront à Cotonou, nous allons probablement et certainement pouvoir démarrer les travaux sur le segment critique d'Ila-Kondji à la bouche du roi. Mais là, à ce niveau, est-ce que vous pensez que le financement qui est prévu pour cette phase 2 là, pourrait s'étendre à cette partie? C'est possible que le gouvernement obtienne un financement complémentaire ou des financements complémentaires. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, dès que nous avons reçu, même avant d'avoir reçu l'APD, déjà au niveau de l'APS, c'est quoi déjà? L'avant-projet détaillé, c'est-à-dire les résultats d'études techniques complètes de ce projet. Au niveau déjà de l'avant-projet sommaire, le gouvernement avait déjà commencé la recherche de financement. Et nous sommes très optimistes, nous pensons avec ce que nous voyons, avec vraiment l'investissement du gouvernement, que ce financement sera rapidement mobilisé pour que les travaux à Ila-Kondji puissent également aussi démarrer pendant que nous continuons les travaux sur le front de Cotonou. En dehors du segment Ila-Kondji Grand Popo, il y a aussi un troisième segment que nous appelons le secteur du centre, sur lequel également les études sont avancées pour la protection côtière. Alors, ce détail et cette précision, ça valait le coup. Ça valait la peine. Voilà, donc, les aménagements balnéaires. Pour en revenir donc à votre question proprement dite, du développement touristique et des aménagements balnéaires sur la zone littorale du Bénin, il faut dire qu'il y a effectivement plusieurs projets. Le projet qui prend en compte le segment du centre, c'est-à-dire entre Grand Popo et Cotonou, l'étude a intégré la dimension valorisation de la côte, donc les aménagements balnéaires dont vous parlez. Et donc, l'objectif, c'est de créer les conditions favorables au développement touristique de la zone littorale. Mais ce développement touristique, ces aménagements balnéaires ne peuvent se faire dans une zone aussi sensible que le littoral béninois si on n'a pas pris les dispositions préalables pour les protéger. C'est pour ça que la question de la protection côtière a pris quand même un peu d'avance sur les aménagements balnéaires. Donc, nous avons un grand projet de développement balnéaire dans la zone du centre qui prend en compte tout le périmètre de Ouida, Diagbadji, Avlekete, où il sera construit aussi des digues pour, comme je viens de le dire, sécuriser en fait cet important investissement qui vise le développement touristique de notre zone littorale. Donc, toutes les études réalisées par le passé pour la protection de la côte ont révélé que la seule dimension de protection n'était pas économiquement rentable pour ce genre de projet. C'est pourquoi, de plus en plus et de manière systématique, la dimension développement touristique, aménagement balnéaire est associée à la question de la protection côtière. Donc la vision du gouvernement aujourd'hui n'est pas de s'occuper uniquement de protéger la côte, mais aussi de mettre en valeur le littoral. Et c'est cette vision qui a été exprimée déjà en novembre, où le gouvernement avait instruit donc le ministère du cadre de vie et du développement durable à favoriser ce développement touristique en nettoyant systématiquement la plage, les 125 km. À l'occasion de cette phase choc d'opération de nettoyage, nous avons libéré, nous avons donc évacué de notre littoral près de 8000 mètres cubes de déchets. Vous voyez. Donc tout ça, ça rentre dans la valorisation de notre côte. En dehors de cette phase choc, les opérations se poursuivent pour que la plage et notre littoral soient maintenus dans un état de propreté. Justement, le programme de salubrité, absolument. C'est de ça que je parle. Oui, mais comment est-ce que... Parce qu'on se rappelle, il y a eu quelques annonces, quelques actions, on va dire,
à fibre patriotique volontaires qui ont été lancés ici et là pour rendre salubre le sable fin du littoral. Mais dans le cadre de ce projet, est-ce que un accent a été mis sur ces aspects-là? Parce que rendre propre également ces espaces-là nécessite une certaine expertise. Oui. Tout de suite, quand l'opération de nettoyage systématique des plages a été décrétée par le gouvernement, le ministère du cadre de vie a mis ensemble tous les acteurs, les ONG qui évoluent dans le domaine, les communes côtières, les 5 communes, Grand Popo, Ouida, Abomey-Calavi, Cotonou et Sémépodi ont été mis à contribution pour accompagner le gouvernement dans ces opérations de nettoyage. Mais lorsque nous avions fini ces opérations de nettoyage, disons que le ministère du cadre de vie et du développement durable a maintenu, a poursuivi dans une autre phase ces opérations au point où des brigadiers sont encore en place aujourd'hui et continuent de faire le nettoyage au jour le jour. Mais en dehors du nettoyage, les plages ne vont pas être nettoyées pour être laissées. Le projet est en train d'évoluer dans une autre dimension d'aménagement et de sécurisation. Donc des aménagements qui vont être faits pour que le projet, enfin le littoral d'une manière générale, soit valorisé. Alors, dans le cadre toujours de l'assainissement, on a entendu parler d'un programme de réhabilitation des lacs Aimé, le lac Nokoué, la lagune de Porto Novo aussi. Exactement. Il s'agit d'un projet qui va permettre à terme d'obtenir et d'aller à la restauration de nos berges lagunaires et fluviales. Ces berges sont aujourd'hui dans un état d'insalubrité qui n'est plus à démontrer. Il suffit juste de rester sur le pont, l'un des ponts de Cotonou, et de voir un peu l'état de la berge pour se rendre compte que ces différentes berges sont dans un état d'insalubrité. Et très tôt, le gouvernement a décidé donc à travers ces différents projets d'aménagement des berges lagunaires de Cotonou, le projet d'aménagement de la berge de la lagune à Porto Novo et le projet donc PIRA, réhabilitation du lac Aimé dont vous venez de parler aussi, ces différents projets prennent en compte toutes ces dimensions de restauration de nos différents cours d'eau à l'intérieur. Ces projets, quand ils seront réalisés, vont rénover l'image de notre réseau hydrographique du Bénin. Et aujourd'hui, les études sont en train d'être réalisées. Beaucoup d'entre elles sont avancées, sont suffisamment avancées pour que les travaux puissent démarrer aussi sous peu. Alors, il y a un volet, je dirais, environnemental, un volet qui a une portée philosophique également. Mener une bataille contre la mer, contre l'avancée de la mer, cela pourrait soulever une certaine réflexion. Est-ce que c'est un combat qu'on pourrait gagner valablement? Dieu a donné au Bénin une façade maritime à vie. Donc nous aurons à gérer tout le temps que le Bénin va exister. Alors, il est question aujourd'hui de s'organiser méthodiquement pour faire face à toutes les contraintes, à tous les risques côtiers qui peuvent naître du fait de cette présence permanente de la mer. Et c'est dans cette vision qu'au niveau du programme d'action du gouvernement 2016-2021, ces différents projets ont été montés de manière intelligente pour ne plus traiter la question des risques de manière séquentielle, de manière isolée, mais dans une vision globale de gestion. Et je pense que si nous conduisons ces différents projets dans cette vision intégrée, nous allons réussir à faire face aux différentes problématiques qui se posent à nous sur la côte béninoise. Alors, M. Soumé, nous tendons vers la fin de cet entretien. D'un mot, parlons un peu des implications de ce qu'on pourrait appeler les retombées, surtout liées à la mise en place des chantiers. Vous avez bientôt parlé de ces entreprises qui vont transporter les enrochements, les pierres concassées. Tout cela va mobiliser, disons, les ressources humaines. Ça va mobiliser
des bras valides. Absolument, de la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre, absolument. Oui. Alors, l'entreprise principale qui a obtenu le contrat de réaliser l'ensemble de ces travaux ne pourra pas, dans son organisation, travailler seule. Elle va certainement recourir à des sous-traitants, à des entreprises locales, à du personnel local, même s'il y a de l'expertise extérieure à apporter dans le projet. Et donc, elle va certainement mobiliser des ressources locales au niveau humain, les ingénieurs, les techniciens, même la main-d'œuvre, les ouvriers. Vous voyez, elle va installer des usines pour réparer les engins en cas de défaillance, organiser le chantier, diriger les travaux. Il y a quand même de la compétence au niveau local, compétences auxquelles l'entreprise va devoir recourir. S'agissant des carrières, les carrières sont toutes au Bénin. Donc, l'entreprise va les solliciter. Et ces carrières qui sont installées au Bénin, qui sont en règle vis-à-vis de la réglementation, vont devoir et vont certainement pouvoir travailler avec elles. En dehors des carrières, il y a les transporteurs, il y a donc des entreprises, des structures locales qui ont l'expertise en matière de transport, en matière d'approvisionnement, et l'entreprise va certainement s'organiser pour mettre à contribution toutes les compétences, aussi bien locales qu'extérieures, qu'elle jugera nécessaires. Dans tous les cas, nous sommes là pour coordonner tout ça et pour suivre de près comment est-ce que les travaux vont s'exécuter dans les règles de l'art. Voilà, M. Zoumenou, nous allons conclure cette émission. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit et que vous souhaiteriez évoquer pour qu'on mette un terme à cet entretien? S'il fallait faire une conclusion, j'allais dire donc que la question de l'érosion côtière aujourd'hui est prise en compte dans une dimension complète et totale sur les 125 km de côte que le Bénin a. Elle ne va plus être traitée de manière ponctuelle, mais dans cette dimension globale. Les populations qui vivent dans les périmètres et dans les emprises des travaux vont devoir faire face aux impacts de ces travaux. Pendant les travaux, donc, des mesures environnementales et sécuritaires seront prises et seront indiquées. Je voudrais les exhorter à les respecter. Que ce soit les populations qui sont à Cotonou sur les différents sites de chantier, que ce soit celles qui se retrouvent sur le corridor d'acheminement des enrochements, parce que je l'ai dit tantôt, les roches viennent de la zone centrale de notre pays et donc vont devoir traverser un certain nombre de localités pour arriver à Cotonou. Donc je voudrais inviter les différentes populations qui se situent dans ces différentes localités à suivre les règles de sécurité et environnementales qu'on va indiquer. Ce que je peux ajouter également, c'est qu'elles s'impliquent davantage dans le déroulement des travaux pour nous aider à bien organiser le tout afin qu'il n'y ait pas vraiment de dérapage. Voilà, le message est passé, M. Zoumenou, merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu, merci pour toutes ces explications. Mesdames et messieurs, voilà qui est dit, la mer avance inexorablement et emporte, disons, des dizaines de mètres chaque année, on a dit, sur l'espace béninois. Le Bénin a décidé à mettre la barrière, à poser les balises nécessaires pour valoriser l'espace côtier. Eh bien, la volonté est affirmée. On espère que tout cela va se conclure avec des notes positives. En tout cas, nous sommes ici chaque fois que de besoin. Nous allons vous inviter ici pour nous apporter toutes les clarifications relativement à ce projet. Merci d'être venu, M. Zoumenou. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.